Le Pérou. Nous sommes 11 étudiants jurassiens du lycée agricole de Montmoreau, en formation au métier de l'animation liée à la montagne, à en avoir fait notre terrain d'étude. Nous abordons le Pérou par sa capitale, Lima. Une première immersion pour le moins bruyante. Lima, surnommée la Grise, porte en permanence son chapeau de pollution urbaine et d'humidité charrié par le Pacifique. Nous nous sentons un peu oppressés par le chahut bruyant de la circulation, des appels des cobradores et de la cacophonie des klaxons. Nous serons plus dans notre élément de main, au cœur de la nature. Après un court vol interne, nous sommes projetés à 3800 mètres d'altitude, en plein cœur de l'altiplano. Donc on est à Juliaca, c'est la plus grosse ville de l'altiplano, 200 000 habitants, voilà, c'est une ville perdue au milieu Bruno, du le désert. plus péruvien d'entre nous, à l'initiative du voyage et riche d'une expérience de 2 ans à Cusco, a été indispensable à l'élaboration du projet. Sur place, il nous a apporté ses connaissances et a facilité l'échange avec les populations locales. Premier contact avec les paysages andins. Liachón est situé sur les berges du lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. En altitude, il faut s'acclimater, mais le tourisme vivenciel n'attend pas. Après un bon repas, nous sommes invités aux travaux des champs. Des outils rudimentaires pour une culture historique, la papa. Nous sommes ici dans le berceau mondial de la pomme de terre. Et oui, le tourisme vivenciel, c'est d'abord ça, vivre la vie des habitants, aller à la découverte de leur patrimoine culturel et naturel, centre d'artifice, souhaitons-le. Une belle entrée en matière. Depuis 10 ans, s'est établie au sein de la communauté cette forme de tourisme solidaire particulière, le tourisme vivenciel. Son nom et sa forme nous étaient totalement inconnus, mais pourtant, il accompagnera désormais nos réflexions tout au long de notre périple. Al año llegará 5.600 debe estar este año. Por ahí, estoy calculando. C'est grâce à la détermination de Valentine Quispe que Liachón est devenu un modèle en matière d'écotourisme au Pérou. Cette activité touristique a débuté avec une simple cabane en bordure de lac, pour déboucher, 10 ans après, sur une fréquentation annuelle de 5600 visiteurs. Cette réussite est due au fait que cette activité soit toujours restée complémentaire de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Pour continuer à faire vivre ces valeurs, la communauté a toujours lutté contre l'installation d'investisseurs étrangers. Grâce aux revenus du tourisme, les enfants peuvent par exemple continuer leurs études à Puno. Après une bonne nuit, mieux oxygénée, nous commençons les activités physiques. Marche à pied, football et même du kayak. Une journée entière est consacrée à la visite de l'île de Taquilé, une île située au large de Liachón, et qui a su garder une bonne part d'authenticité, espérons-le, pas seulement dans un but touristique. Donc des très beaux paysages. Par contre, ça nous a laissé un peu une impression de tourisme de masse là, avec pas mal de bateaux qui arrivent, un chemin construit et une file de touristes qui montent jusqu'au village. En attendant, qui dit voyage, soit-il d'études, dit tourisme. Qui dit tourisme, au Pérou comme ailleurs, dit souvent tourisme de masse, dur de passer à côté. Nous quittons Liachón plein d'espoir. Cette forme de tourisme qui fonctionne si bien ici est-elle transposable ailleurs? D'autres communautés peuvent-elles bénéficier des mêmes retombées économiques dans le respect de leur culture, dans le respect de leur nature, dans des valeurs de coopération et de partage? Après 4 jours sans douche, nous prenons un bon bain de foule. Nous découvrons Cusco, nombril du monde et capitale des Incas.
Son histoire et son architecture lui ont valu un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le point de départ pour le Machu Picchu. Cusco et la vallée sacrée sont ponctués de sites archéologiques. Chinchero, ses ruines et son célèbre marché artisanal, le laboratoire agricole de Moray qui faisait des Incas des agronomes hors pair, et la citadelle de l'Ollantaytambo, un des derniers bastions de leur résistance. Le train est le seul moyen motorisé pour atteindre Machu Picchu. Dans l'espoir d'arriver avant le flot de touristes, nous partons à l'eau pour gravir à pied les 400 mètres de dénivelé qui nous séparent de l'entrée de la cité. Il est 5h30 du matin, on est parti depuis une demi-heure. On est entré dans une jungle un petit peu bizarre. Donc journée, on va visiter le Machu Picchu pour voir un petit peu une des 7 merveilles du monde, donc ça va être sympa. Bon allez, moi j'y vais. Le Machu Picchu ne se dévoile que petit à petit à travers le brouillard épais. Il sait garder son mystère et se faire désirer. Après un petit tour à travers les ruines, nous nous lançons pour l'ascension du Huayna Picchu qui surplombe le site. Au fur et à mesure de notre progression, les nuages se lèvent, découvrant la merveille perdue. Le dieu Inti éclairera toute la journée le fruit majestueux de la grandeur inca. Immergé dans le tourisme de masse, chacun de nous est alors persuadé que d'autres formes de tourisme sont possibles. On les appelle tourisme solidaire, tourisme de nature ou encore écotourisme. Des formes de tourisme alternatives, plus durables pour les territoires. Antipode, notre partenaire technique sur place, est une agence réceptive qui a été créée par 2 Français, Thierry et Olivier. Cette agence propose différents types de produits, dont des séjours de tourisme durable. Pour réaliser des voyages classiques, mais avec des choses qui sortent de l'ordinaire, donc nous on s'est rapproché de communautés. Par exemple, Liachon, vous avez vécu une petite expérience avec eux. Donc ça, à la base, ce ne sont pas des communautés qui vivent 100% du tourisme. C'est proposer une expérience chez l'habitant en fait. On utilise aussi ce terme-là, c'est chez l'habitant. Donc il n'y a pas forcément un but très précis. On ne fait pas du tourisme viventiel dans un but très précis, d'aller visiter quelque chose comme on va visiter un site archéologique. On va simplement partager le quotidien de quelqu'un et qui est différent d'une autre. C'est ça le tourisme viventiel. Pour poursuivre notre étude, nous accompagnons l'ONG d'Excel Pérou qui lutte contre la pauvreté en milieu rural. Son fondateur, Willem van Immersel, nous invite dans le district de Carhuayo qui bénéficie de leur programme Pachamama Raimi. Celui-ci aide les habitants, entre autres, à améliorer leur confort et leur méthode de production agricole. Notre projet consiste à établir le potentiel touristique du district de Carhuayo, de donner des pistes d'amélioration aux communautés sur la base de l'écotourisme. Notre moyen, s'immerger au cœur des communautés isolées. Nous voilà sur la route pour notre premier objectif, Tayankani. 5 heures de bus, 30 minutes sur piste, et le passage d'un col à plus de 4000 mètres sont nécessaires pour atteindre cette première communauté. Nous sommes accueillis par Cecilio, fier de nous montrer les améliorations de sa maison, la cheminée, la salle de réception ainsi que les peintures murales présentant des objectifs de reforestation. Bueno, ante todo les doy a cada uno bienvenidos. Es mi casa. Y les doy a cada uno bienvenidos y especialmente les deseo buenas tardes. Il a reçu que 2 touristes pour l'instant, quoi. C'est énorme. Ouais, je suis étonné de ça. Du coup, pour lui, ça va être une putain d'expérience énorme d'en avoir déjà autant d'un coup. Là, on est une vingtaine. Et pour nous aussi. En cuisine, plusieurs familles de la communauté s'affairent pour préparer le repas. Pour cela, ils ont bénéficié de formations proposées par l'ONG.
Extraordinaire. Oh. C'est agréable à porter en plus. Je pense qu'on a une étudiante de moins à la fin de la semaine, moi. Ouais, possible. Ouais. Je vais me faire adopter. Ici aussi, au nom du tourisme viventiel, nous nous attelons à la tâche. Casser les mottes de terre, faire les tranchées, mettre de l'engrais naturel et planter les patates. Dieu, il porte son machin. Là, on voit qu'ils savent pas trop comment s'y prendre pour nous emmener sur le terrain. Et quand ils rigolent, on a l'impression en fait qu'ils pensent qu'on n'a jamais travaillé à la terre, en fait. Alors que, si. Ça va, Bruno ? Cette première nuit a été assez difficile pour certains. Dormir à même le sol est parfois contraignant pour nos dos plus habitués à un lit douillet. Bon, on mange bien, comme on peut voir, on a un petit déjeuner complet avant notre journée de marche. Mais bon, voilà, confort limité. On a dormi donc sur des peaux d'alpaga ou de mouton là, mais bon, tous ensemble. Sinon, tout va bien quoi. Unas preguntas sobre el funcionamiento de la comunidad, de cómo iniciaron el proyecto. Sí, la primera vez que me ha visitado se llamaba Kili y Andrés, ellos también juntamente. Cecilio a été le premier à initier le programme d'autodéveloppement dans son village il y a un an à peine. Après avoir amélioré le confort de sa maison, il vise aujourd'hui à produire 100% des besoins alimentaires pour lui et ses visiteurs dans une dynamique d'agriculture biologique. L'Osangate est l'attrait touristique principal de la zone. Les groupes sont nombreux à venir l'arpenter. Conscient de ce potentiel, Cecilio souhaiterait développer un nouveau sentier de randonnée sur la zone voisine de Carhuayo, en mettant en avant le patrimoine artisanal. Pour cela, il voudrait travailler en partenariat avec les communautés voisines et d'autres muletiers pour proposer un service de qualité. Peu avant notre départ, les chevaux sont chargés. 5 portent le matériel tandis que 2 sont scellés et réservés en cas de problème. La météo est au beau fixe, seuls quelques nuages planent vers l'Osangate. Une belle journée s'annonce. Rapidement, les chevaux de réserve sont utilisés. La fatigue de la nuit ne pardonne pas avec l'altitude. Nous profitons de l'ascension de notre premier col à 4200 mètres pour pique-niquer. De plus en plus de nuages s'amoncellent et le vent se lève. Cela n'annonce rien de très bon. Donc là, on va direct droit dans les nuages là-bas. Tout droit là-bas. C'est sympa quoi. Brusquement, nous nous faisons surprendre par un violent orage de grêle. Nos mollets s'en souviennent encore. Une bonne heure de marche plus tard, après une ascension particulièrement difficile, nous atteignons le point culminant de la journée, un col à 4630 mètres. Nous sommes récompensés par une vue imprenable sur l'Osangate et sur la chaîne des Andes. Je suis un peu limité musculairement à certains endroits, mais je prends mon temps et puis c'est tellement magnifique que voilà, on garde surtout le côté positif. Après 7 heures de marche et des conditions difficiles sur la fin, l'objectif est enfin atteint. Le village de Runuta est en vue. Une fois l'ensemble du groupe arrivé, nous avons l'honneur d'assister en une ronde enivrante au spectacle offert par les écoliers. La soirée continue autour du feu, où nous dansons jusque tard dans la nuit. L'école est à notre disposition pour passer la nuit. Des peaux d'alpaga, aussi odorantes que confortables, nous serviront de matelas.
La fatigue aidant, chacun sut trouver un sommeil bénéfique. Étrangement, ce matin, il y a moins d'entrain pour le petit déjeuner. On a bien mangé, on n'a pas fini toutes les patates. Mais voilà, donc on finit avec un petit maté qui passe bien, ça fait bien plaisir. Beau temps, donc on espère une belle journée. Oh 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 1, 2, 3, sol. Oh là là. Certains vont essayer d'inculquer des jeux typiquement français aux écoliers. Malgré la barrière de la langue, cela aura un certain succès. 1, 2, 3, sol. 1, 2, 3, sol. Ok. Ah. C'est lui. Non, non, Pour débuter la journée, nous sommes invités à une démonstration de tonte d'alpaga. Il s'agit tout d'abord d'en attraper un et de le ligoter au sol. Chose pas si évidente que ça. On utilise alors une grosse paire de ciseaux pour couper la laine, tout en faisant attention aux parties génitales. Il s'agit d'assurer la reproduction du troupeau. Attends, moi je mets là. ¿Está bien? ¿Cómo está? Notre participation, plus ou moins maladroite, et notre manque d'expérience font bien rire les villageois. J'adore couper la peau, moi. C'est bon. Nous assistons ensuite à une cérémonie traditionnellement célébrée en août. Cette coutume animiste est une offrande à la terre-mère. Nous y partageons la coca, l'alcool de canne à sucre, et les alpacas sont bénis de vin et de fleurs. L'union de deux de ces camélidés est célébrée pour la santé et la prospérité du troupeau tout entier. Se transmiten de generación en generación. Antiguamente, de repente, la matinée se termine par la présentation de certaines variétés de pommes de terre, parmi les 45 cultivées à Runuta. Ensuite, nous admirons encore une fois le talent des tisseuses du village. Aujourd'hui, le profil de la randonnée est négatif. Nous partons de 4300 mètres d'altitude en direction d'Ankasi, qui n'est qu'à 3900. C'est rassurant, nous ne tenions pas à refaire une randonnée aussi difficile que la veille. Un vent violent se mêle à la partie et ne nous quittera plus de la journée. Les mauvaises conditions ne nous empêchent pas de franchir un col à 4670 mètres d'altitude. Nous arrivons à destination de notre troisième jour de marche. Troisième village, Nkasi, en contrebas. Un peu difficile aujourd'hui, on a passé un col à 4650 mètres. Beaucoup de vent. Notre première journée à Nkasi est consacrée à l'exploration de la vallée.
Notre objectif est de diagnostiquer le potentiel naturel du territoire. Avant la dernière ascension pour arriver au lac Yorikicha, le protocole nous impose de demander la permission aux Apus, les divinités de la montagne, pour continuer notre chemin. Encore une fois, le goût particulier de la coca reste une épreuve pour certains. Oh, c'est bon, là, j'en suis là. Quelques incantations au quechua, la prise de 3 feuilles de coca et notre guide nous indique enfin la voie. La rivière est un dernier obstacle et enfin, le lac se découvre à nos yeux. L'esturgeon que tu vas attraper? Ils sont pas légères leurs cannes, hein, c'est pas du carbone comme chez nous. Hein. Pour profiter une dernière fois des magnifiques paysages andins, les plus téméraires décident de partir à 4 h du matin dans la vallée de Kaiko. L'objectif, approcher au plus près un glacier. Et puis, il aurait été intéressant de savoir s'ils avaient identifié des freins à la venue des touristes au sein de leur communauté. Les difficultés d'accessibilité du village rendent le projet complexe. L'appui de l'ONG et des autorités locales devrait permettre d'améliorer cette situation. Est-ce qu'ils ont conscience de l'attente des touristes internationaux par rapport au confort, que ce soit l'hébergement, les sanitaires, les douches, les toilettes? L'arrivée de l'électricité au prix de travaux communautaires laisse apparaître la possibilité d'accéder à l'eau chaude pour améliorer le confort des visiteurs et l'hygiène des maisons. Leur volonté est de créer des circuits touristiques guidés par les locaux et de les mettre en réseau avec les communautés avoisinantes. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de touristes. Nous sommes les premiers. Néanmoins, le site a un fort potentiel naturel et culturel. De plus, l'installation de l'électricité sera un atout pour le confort de tous. Sur le chemin du retour, nous visitons 2 maisons primées par le programme Pachamama Raimi. En effet, celui-ci motive les communautés en récompensant les familles ayant le plus apporté d'amélioration à leurs pratiques agricoles et à leur habitat. C'est avec une grande fierté que ce villageois de 68 ans nous a présenté sa maison et les améliorations qu'il a apportées ces 3 dernières années en partenariat avec l'ONG. Buenaventura, en tant que représentant de Pachamama Raimi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche, les objectifs dans le secteur du développement touristique ou écotouristique de l'ONG? Bueno, Pachamama Raimi no trabaja haciendo paquetes turísticos, más bien motiva a las familias que trabajen, que hagan ese tipo de negocio, ¿no? L'ONG ne vend pas de produits touristiques, mais incite les villageois à débuter ce programme d'écotourisme. Ceci dans le but de développer dans des zones peu accessibles un début d'activité économique. Basé sur l'échange culturel et la valorisation des ressources naturelles, cette forme de tourisme permettrait d'améliorer le quotidien de ces populations isolées. Nous quittons nos derniers hôtes persuadés d'avoir vécu une aventure unique, rare et hors du temps.
Immergés au plus profond des Andes péruviennes, nous avons vécu au plus proche des populations locales, leurs traditions riches en symboles, leurs rythmes colorés et musicaux. Ces populations ont su maintenir un mode de vie en parfaite harmonie avec une nature qui les nourrit, les habille et les soigne. Une nature qui, peut-être demain, deviendra le support d'une nouvelle forme de tourisme, l'écotourisme viventiel. Un tourisme en symbiose avec les valeurs sociales, culturelles et environnementales, à l'image du lien qui unit leur quotidien avec la Pachamama, la terre-mère. Le potentiel, la volonté est là, mais le chemin est encore long pour parvenir à cet idéal.